Ce tableau est l'un des plus célèbres du XIXe siècle. Une certaine harmonie s'en dégage, il paraît paisible. Une jeune femme flotte sur l'eau, entourée de fleurs, comme si la nature elle-même veillait sur elle. Pourtant, derrière cette image se cachent deux tragédies. L'une est fictive, celle d'Ophélie, personnage d'Hamlet, morte noyée. Et une autre est elle bien réelle, celle de la femme qui a posé pour ce tableau et qui a failli mourir pour le faire advenir. Dans le Hamlet de Shakespeare, écrit vers 1600, Ophélie n'a qu'un rôle secondaire. Elle est la fille de Polonius, le conseiller du roi, et est promise au prince Hamlet. Mais Ophélie n'existe jamais vraiment pour elle-même. Elle obéit à son père, à son frère Laërte, à Hamlet, toujours prise entre des voix masculines en l'occurrence, qui décident pour elle. Elle sombre dans la folie quand elle apprend qu'Hamlet, l'homme qu'elle aime, tue son père. Dès lors, elle se perd dans le château d'Elsinore, chante de vieux chants étranges et distribue des fleurs à tout le monde. Sa mort n'est pas montrée sur scène, c'est la reine Gertrude qui la raconte. Ophélie erre dans la nature. Au bord d'un ruisseau, elle tresse une guirlande de fleurs, mais la branche sur laquelle elle se tenait se brise et elle tombe dans l'eau, ses trophées floraux éparpillés autour d'elle. Ses vêtements la soutiennent d'abord, mais bientôt, gorgée d'eau, l'entraînent au fond du ruisseau. Une mort fangeuse, dit Shakespeare, muddy, violente, suffocante, par noyade. Mais était-ce vraiment un accident ? Rien dans le texte ne permet de l'affirmer complètement. Ophélie s'est peut-être bien laissée mourir. Étouffée, écartelée entre l'autorité de son père, de son frère et celle d'Hamlet, elle aurait pu vouloir s'en émanciper de la manière la plus radicale possible. Vers l'âpre liberté, comme l'écrira plus tard Rimbaud, la mort. Et Gertrude, redoutant qu'on ne lui accorde pas de sépulture chrétienne, le suicide étant jugé immoral, aurait très bien pu camoufler cette mort en prétendant à l'accident. Au XIXe siècle, les artistes vont s'emparer du personnage d'Ophélie, John Everett Millais en tête. Il a fait de cette mort tragique autre chose, un songe, une possible noyade volontaire transformée en rêverie champêtre. Ophélie devient alors ce que le XIXe siècle romantique adore, une victime impuissante, une beauté tragique. Dans l'Ophélie de Millais, la nature est débordante, envahissante, d'un vert dense, luxuriant. L'œil se perd dans ses foisonnements de feuilles, de branches et de tiges, mais bien vite, le regard est accroché. Ophélie, qui flotte sur l'eau, constellée de fleurs. Sa robe est faite de broderies d'argent, blanches dans le ruisseau noir. Elle a les joues encore roses et les yeux clairs. Ses longs cheveux roux étalés autour de son visage comme un nimbe. Sa bouche est entr'ouverte, ses mains sont ouvertes elles aussi, gracieuses, presque dans un geste d'abandon. On pourrait croire à une posture dévote, comme si elle se préparait à rejoindre Dieu, le tableau représentant l'instant juste avant la mort. Près du cours d'eau, le saule atterré pleure déjà sur elle, et les roseaux se penchent navrés. En effet, à bien y regarder, on se rend compte que Millais a accordé autant de soin à Ophélie qu'à la nature qui l'environne, riche de 1000 détails. D'ailleurs, pour l'anecdote, un peu plus tard, le fils de Millais rapporte qu'un professeur de botanique, qui ne pouvait pas emmener ses élèves à la campagne, avait préféré leur faire étudier ce tableau, tant il le jugeait réaliste. Millais était un membre fondateur de la confrérie pré-raphaélite, un mouvement artistique qui rejetait l'académisme, qui voulait revenir à une peinture sincère, méticuleuse, fidèle à la nature. Au bord de la rivière Hawksmill, près de Londres, Millais a d'abord passé 5 mois à peindre le décor seul, avant même d'esquisser Ophélie, s'attachant à représenter la végétation le plus fidèlement possible. Chaque feuille, chaque pétale, chaque tige, chaque fleur bien sûr. Durant ces 5 mois, il a donc pu représenter des végétaux qui ne poussent pas aux mêmes saisons. Il a ainsi enserré le cycle entier de la vie dans une seule image, et Ophélie s'y fond parfaitement. Elle semble faire partie de cette harmonie globale, une fleur parmi les fleurs, suave mais éphémère. Dans ce tableau, rien n'a été laissé au hasard. Tout ce qui entoure Ophélie, et les fleurs en particulier, véhicule une signification bien précise. Les marguerites qui flottent près de sa main droite symbolisent l'innocence. Les roses dispersées dans l'eau symbolisent la jeunesse, l'amour, la beauté éphémère. Le saule pleureur, lui, l'amour perdu. Les fritillaires qui dérivent dans le courant en bas à droite, le chagrin, la douleur, et le coquelicot rouge que Millais a rajouté sous sa main droite, symbolisent le sommeil éternel, la mort. Tout est paisible, presque irréel.
Comme si Ophélie n'était pas morte noyée, comme si, pour ce tableau, personne n'avait presque été tué. Car oui, pour que cette image existe, une femme a failli mourir. Son nom était Elizabeth Eleanor Siddal. Née en 1829 à Londres, issue d'une famille ouvrière, elle travaillait dans un magasin de chapeaux quand elle a été découverte par le peintre Walter Deverell. Cheveux roux incandescents, visage pâle, très délicat, une beauté particulière devenue la muse des pré-raphaélites, tous la prirent pour modèle. Et en 1851, elle avait 22 ans quand Millais lui a demandé de poser pour Ophélie. Pour l'incarner, Siddal a dû poser dans une baignoire remplie d'eau pendant des heures, jour après jour. Millais plaçait des lampes à huile sous la baignoire pour chauffer l'eau. Mais un jour, les lampes se sont éteintes. L'eau est devenue glaciale. Elisabeth n'a rien dit, craignant peut-être de perdre une belle opportunité, elle qui rêvait d'être artiste. Millais, lui, pris dans son travail, n'a rien remarqué. Elle est tombée gravement malade, une sévère pneumonie, et a frôlé la mort. Le tableau était terminé, exposé, mais Elisabeth, elle, ne s'en est jamais vraiment remise, car de là datent ses premières prises de laudanum, un opiacé prescrit pour ses douleurs, dont elle ne se détachera jamais plus. Elle écrivait de la poésie, peignait, mais dans l'ombre des hommes qui la célébraient comme muse, elle peinait à exister comme artiste. Elle épousa Dante Gabriel Rossetti, l'un des piliers du mouvement pré-raphaélite, mais leur mariage est un désastre, comme celui avorté d'Ophélie et d'Hamlet. Elle souffrait de profonde dépression. Et en 1862, à 32 ans, Elisabeth Siddal meurt d'une overdose de laudanum. Suicide ou accident, on ne sait pas vraiment. Deux destins qui se superposent, Ophélie, personnage de fiction noyée parmi les fleurs, et Elisabeth, bien réelle, qui n'a jamais vraiment émergé d'une vie passée dans la souffrance. Quelques années avant sa mort, Elisabeth Siddal écrit un poème. Il s'intitule « Lord, may I come ?» et il semble murmuré par Ophélie elle-même dans le tableau. Ma vie extérieure semble triste et immobile, comme des lys dans un ruisseau gelé. Je regarde vers le soleil, Seigneur, Seigneur, en me souvenant de celui que j'ai perdu. Ô Seigneur, souviens-toi de moi. Dans la toile de Millet, tout est symbole. Et certaines fleurs passent presque inaperçues. De petites fleurs bleues pâles, discrètes mais essentielles, des myosotis. En anglais, on les appelle « forget me not ». Ne m'oubliez pas. Un vœu silencieux, celui d'Ophélie et d'Elisabeth Siddal. Dès lors, ce tableau, plus qu'une image romantique d'une belle morte, devient une demande fragile prononcée à l'unisson. Ne m'oubliez pas.